Goma, capitale de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, tombée aux mains des M23 depuis presque une semaine déjà. Après l'offensive, le mouvement rebelle consolide son contrôle sur Goma et serait en passe de faire autant dans la ville voisine de Bukavu. Après 6 jours d'escalade, comment se présente aujourd'hui la situation à Goma et à l'est du pays? Les solutions diplomatiques restent-elles viables? Comment se présente aujourd'hui l'avenir de cette province et quelle est la marge de manœuvre du pouvoir de Kinshasa? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette grande interview sur Tcheleka avec Obamenga Kosso. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Obamenga Kosso. Je rappelle que vous êtes auteur, panafricaniste et observateur engagé des dynamiques africaines. On va dire que c'est ça. D'accord. Pour commencer à aller directement sur le vif du sujet, commençons par faire un état des lieux de la situation. Comment évolue aujourd'hui la situation à Goma? Le sujet est excellent. Excellent pas dans le sens que ça nous plaît. Il est excellent parce que ça nous rappelle ce que nous ne voulons pas croire, ce que nous ne voulons pas voir, ce que nous ne voulons pas entendre. C'est que les Africains ont intérêt à s'unir. Mais je mets une petite pause avant de continuer. J'ai des frères à Goma. J'ai des frères à Bukavu. Et quand je dis frères, quand je dis sœurs, ce ne sont pas les enfants de mon père, ce ne sont pas les enfants de ma mère, ce ne sont pas les enfants de mon père et de ma mère, mais ce sont des frères parce qu'ils sont africains. Certains sont sur place, d'autres sont aux États-Unis, au Canada, en Occident. J'ai une pensée pour tous ces gens, pour toutes ces personnes. Les morts, je m'incline devant eux et j'espère qu'ils sont tombés pour que nous restions debout. Les morts ont fermé leurs yeux et j'espère qu'ils ont fermé leurs yeux pour que nos yeux demeurent ouverts. Donc, que mes frères et mes sœurs qui sont sur place, qui sont hors de la RDC, hors de Goma et tout, sachent qu'ils ne sont pas seuls, même si moi je n'ai pas d'armes, je n'ai pas la possibilité d'aller me battre sur place. Et quand je le dis, je pèse mes mots, je sais pourquoi. Nous sommes en contact, nous nous parlons, nous nous appelons. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Vous savez, voilà, on va dire, même si c'était 10 000 habitants, Goma, c'est plus d'1 million d'habitants. Vous prenez des pays comme le Congo, le Gabon, la Centrafrique, combien de villes avons-nous de plus d'1 million d'habitants? Je dis cela pour que les gens mesurent l'étendue des dégâts. Lorsqu'en 97, Brazzaville était à feu et à sang, on a parlé de 15 000 morts, voilà, à peu près. On ne sait pas si c'est ça, mais bon, approximativement. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui se passe à Goma. Nous avons la version des rebelles, nous avons la version du gouvernement central, parce que n'oubliez pas que la RDC est un État provincial. Chacun donne la version qui lui convient. Toujours est-il que, sauf erreur ou omission de ma part, le gouvernement central de la RDC n'a pas la même mise sur Goma, n'a pas la maîtrise sur Goma. Et c'est toujours dommage. Un État qui se respecte, un État qui aime sa population. Et je rappelle que l'État a le devoir d'assurer la protection des biens. Les biens, c'est tout ça. Les biens, c'est des personnes, c'est vous et moi, sur toute l'étendue du territoire. Cela fait plusieurs années, bientôt on va arriver à 30 ans, que l'État central de ce pays qui s'est appelé de 1971 à 1997 Zaïre et qui est redevenu Congo depuis 1997, cet État, je rappelle, n'assure pas la sécurité de sa population. Il n'y a rien. L'Est est aux mains, d'une manière ou d'une autre, de terroristes, de bandits, qui aujourd'hui ont franchi une étape significative en prenant la ville de Goma. Ils ont pris Goma. Ne jouons pas avec les mots. Ils ont pris Goma. On doit parler aujourd'hui de la chute de Goma. Et la chute de Goma, pour moi, c'est la faillite de tout le continent. On ne devrait pas autoriser ça. On ne devrait pas encourager ce genre de choses. Mais les faits sont là. Les gens enfouis à gauche et à droite. Il y a les morts, il y a les mutilés. Et l'Afrique est là en train d'observer. Ceux qui pleurent, ceux qui ont des larmes pour pleurer, pleurent. D'autres se réjouissent, parce qu'il faut se le dire. Il y en a qui sont contents de ce qui se passe là-bas. Et il y en a qui sont passifs, qui ne disent rien, qui ne bougent pas d'un iota. Mais ne pas prendre position, c'est prendre position. Voilà ce que j'aimerais dire d'entrée de jeu. D'accord, on va poursuivre. Dites-nous, vous qui suivez assez
de façon assez régulière cette crise à l'est de la RDC. Est-ce que pensez-vous que cette percée du M23 aujourd'hui change un peu de paradigme? Est-ce que c'est un changement de temps? Comment faut-il considérer cette crise aujourd'hui après cette percée du M23? Ça ne change pas un peu, ça change totalement les choses. Exactement. Vous savez, pendant presque 30 ans, les criminels, les terroristes, les bandits, je mets tout ça dans le même panier, même si les mots ont leur importance. Au tribunal, un criminel n'est pas forcément considéré comme un bandit. Un terroriste n'est pas forcément considéré comme un bandit. Voilà. Ces gens se sont contentés de tuer, de violer, de prendre dans le sous-sol ce dont ils ont besoin. Cette guerre n'a pas lieu dans un endroit où il n'y a rien. C'est faux. Il y a des êtres humains, il y a des terres très fertiles, elles ne sont pas arides, et il y a un sous-sol d'une richesse extraordinaire. C'est un lieu commun de le dire, mais le sous-sol de la RDC est le plus extraordinairement riche du continent. Devant celui de l'Afrique du Sud, devant celui de la Guinée. Je ne prends que ces 3 pays. Les autres, on aura l'occasion d'en parler un autre jour. Le changement est radical. Nous sommes face à des gens qui ont fini par comprendre qu'ils ont la possibilité non seulement de faire ce qu'ils veulent, sur qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, mais surtout d'accélérer les choses. Quand vous regardez parmi les rebelles, les terroristes et les bandits qui sont là, nous avons des gens qui hier étaient à Kinshasa, qui étaient au lait au miel à Kinshasa. Du jour au lendemain, ils ont changé de costume. Totalement. Ces gens sont très bien informés. Et comme ce sont des marionnettes, les marionnettes sont téléguidées par l'ailleurs, l'ailleurs leur a dit, c'est le moment d'accélérer les choses et d'aller plus loin. Et si demain on doit s'arrêter, mais quand on ira à la table de négociation, on aura plus de billes, on aura plus de choses à revendiquer que dans la situation, allez, on va dire au 31 décembre. D'entrée de jeu, j'ai évoqué un fait qui paraissait peut-être anodin, j'allais dire. C'est la progression de ce mouvement rebelle du M23 qui aujourd'hui serait, selon nos dernières informations, en passe effectivement de regagner la ville de Bukavu voisine. Qu'est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui? Est-ce que Goma tombé, Bukavu tombé, quel avenir en fait pour ces villes voisines de Goma? Vous savez, les guerres peuvent différencier au niveau des armes qu'on utilise, mais les guerres finissent par se ressembler parce qu'il y a tellement de choses qui sont communes. On commence à un point A, on vise un point Z. Même si on n'arrive pas au point Z, on peut s'arrêter au point P et on se dit qu'on a gagné sa guerre ou on atteint ses objectifs. Quand le regretté Laurent Désiré Kabila et ses hommes étaient en train de progresser, moi je me sais qu'on était jeunes, on se posait des questions, mais on voyait comment ces gens progressaient et on savait qu'un jour ils allaient arriver à Kinshasa parce que l'armée de Mobutu était une armée en déliquescence. En fait, l'armée de Mobutu n'existait pas. Le frère Romy Kokilas l'a rappelé à juste titre lorsque nous sommes retrouvés chez DRTV, vos confrères et collègues lors de l'enregistrement d'une émission la semaine passée. La réalité, c'est que beaucoup de présidents africains ont investi dans leur sécurité personnelle, sécurité familiale, etc., etc. Donc, Mobutu avait une DSP, la division spéciale présidentielle, qui était plus forte, plus riche financièrement que l'armée. Et Kabila, lorsqu'il avançait, les villes tombaient une par une. Aujourd'hui, si on ne fait pas attention, Goma aujourd'hui, Bukavu demain, je ne sais pas, Kisangani est un peu loin, Kisangani peut tomber. Rien n'empêche que Kinshasa tombe. Je sais, je joue les prophètes, les oiseaux de mauvais augure, prophètes de malheur. Mais c'est pour forcer le trait et faire comprendre aux gens qu'on ne devrait plus être là à pleurer, mais qu'il faut une réaction. La crainte, effectivement, c'est que les grandes villes, la RDC, je rappelle, allez, on va dire c'est entre 100 et 200 millions d'habitants. Moi, je n'ai pas les statistiques parce que chacun donne ses statistiques. Là encore, je vais citer un frère, c'est un Camerounais, le docteur Ntimba, qui l'a bien dit. C'est comme si en RDC, la population a été bloquée depuis des décennies. Nous pensons qu'il y a quasiment 150 millions à 200 millions de gens en RDC. Mais ce ne sont pas ces gens-là en cours de route qui vont freiner l'avancée des rebelles, des terroristes. Ouais. Ces gens vont avancer. Ils vont avancer. Il n'y a rien à faire. Sauf s'il y a une réaction très vive de la part du gouvernement provincial et des États africains. Moi, je mets les deux. Et pour l'instant, il n'y a que l'Afrique du Sud qui semble disposée à se battre. Et c'est ce qui est dommage. Votre question tombe à propos. Mais je vous promets que si ces gens prennent Bukavu, rien ne les empêchera d'avancer.
Une armée moins forte, vous l'avez dit, au Bambenga Kosso. Sinon quasiment inexistante. Du temps de Mobutu. Aujourd'hui, il y a un petit quelque chose, mais du temps de Mobutu, elle était quasiment inexistante. Mais aux dernières nouvelles, les rebelles avancent sans forcément être confrontés à une résistance accrue. Bien. Là, vous me posez une question qui va me pousser encore à avoir beaucoup plus d'ennemis. Je sais qu'autour de moi, j'ai des gens qui sont des deux rives, qui sont des supporters indéfectibles de Félix-Antoine Tshisekedi. Je dis toujours ceci, on peut avoir voté pour un homme, c'est un droit, le vote. On peut aimer quelqu'un, ça c'est un sentiment, c'est le cœur qui parle. On peut détester quelqu'un, on peut apprécier, ne pas apprécier. Mais les faits, lorsqu'il pleut, que vous aimez la pluie ou pas, vous allez dire il pleut. Lorsque vous vivez en Occident et qu'il neige, vous voulez prendre votre voiture pour aller au bureau, même si vous êtes contre la neige, vous allez reconnaître qu'il neige. Le problème est que M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, nous donne l'impression que pendant les 5 premières années, enfin son premier mandat, il n'a pas fait les efforts nécessaires pour que cette guerre soit prenne fin ou au moins que les rebelles soient repoussés vers chez leurs parrains. C'est une impression, je peux me tromper. Nous sommes conscients que la balkanisation de la RDC est un projet qui est vieux depuis les années 50 et que beaucoup de présidents africains, beaucoup de premiers ministres africains, beaucoup de ministres de la Défense en Afrique ne sont pas conscients de ça. Le problème, c'est celui-là. Il ne suffit pas de dire « je suis président ». Mais mon frère, de n'importe quel pays d'Afrique, tu es président de quoi? Tu es président pour quoi? Pour faire quoi et comment tu es arrivé au pouvoir? Si on répond à ces questions, on peut avancer. Tu es ministre de la Défense. Je répète ce que je vous ai déjà dit ici. Aux États-Unis, quand tu es nommé ministre, tu dois passer devant le Parlement, réunir, enfin, 2 commissions de la Chambre haute et de la Chambre basse qui vont te poser la question de savoir quel est ton projet, quel est ton programme. Le pays est en guerre. Qui connaît le ministre de la Défense de la RDC aujourd'hui? Qui connaît le ministre de la Défense sous Kabila fils? Qui connaît sous Kabila père? Résultat des courses, l'impression que nous avons, c'est que les différents dirigeants de la RDC qui se sont succédés depuis Kabila père, donc nous avons Kabila fils, nous avons M. Tshisekedi aujourd'hui qui est dans son 2e mandat, nous avons leurs différents premiers ministres, nous avons leurs différents ministres de la Défense. C'est comme si ces gens s'accommodaient de ce qui se passe à l'Est. Je dis bien c'est comme si. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas leur pays, mais l'impression c'est celle-là. Mais à cette allure, comment voulez-vous que nous ayons des soldats sur le terrain qui soient vaillants, ainsi de suite? Il y a peu, le colonel Mamadou Ndala Mustafa, brave patriote, ce monsieur était brillant. Sur le terrain, il allait de victoire en victoire. Le jour où nous avons appris que son véhicule de commandement avait explosé, on s'est posé la question de savoir comment. Ceux qui étaient sur le champ ont dit c'est pas possible. Ce monsieur tel qu'il était protégé, etc., etc., ne pouvait pas succomber ainsi. Quel est le ministre en RDC qui s'est battu pour que la vérité soit dite et que ce genre d'erreur ne se commette pas? Vous savez ce que c'est qu'un colonel dans d'autres pays? Vous savez ce que c'est qu'un général dans d'autres pays? Mais ce n'est pas un homme qui danse au coin de la rue avec des je ne sais qui. Ce n'est pas un homme qu'on va voir dans les boîtes de nuit en train de picoler. Le général, c'est-à-dire qu'il est arrivé au sommet des galons. Et généralement, c'est un grade politique. Le colonel aussi, on peut y arriver. Il est quasiment arrivé au sommet. Donc, ce monsieur est en train de se battre sur le terrain, mais on ne lui donnait pas les armes nécessaires. Il y en a un autre, dont le nom m'échappe encore, qui est en train d'avoir des succès dans l'Est. Là, ça se passe sous Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur est muté à plus de 1000 km dans le Bas-Congo. Quand on dit Bas-Congo, c'est à la frontière donc avec le Poul chez nous ici. Sinon, le Niari. Peut-être que je me trompe. Entre les deux. Là où il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Il gagnait sur le terrain. Le dernier, c'est un colonel qui a interdit, parce qu'il a compris, il est malin, il est intelligent, stratégie militaire. Il dit sur le lac Kivu, il se passe des choses. Désormais, sur le lac Kivu, il n'y aura plus de petites embarcations qui vont circuler. Parce que dans ces petites embarcations, les armes passaient. Même pas 1 à 2 semaines après cette décision, il meurt. Enfin, il y a un problème. C'est quand même louche. Le hasard n'existe pas. Mais comment voulez-vous que sur le terrain, le M23 rencontre une résistance? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas très longtemps, la question a été... Je sais que ce que je veux dire, ça va encore me poser des problèmes, mais je suis obligé de le dire. Il a été posé la question pendant la campagne électorale dernière au président Tshisekedi de savoir ceci. Mais le soldat gagne $100.
Le député gagne peut-être 21 000 $. Enfin, soyons sérieux. Dites-moi ce que les députés font au Parlement de plus important que ce que les soldats font à l'Est. 21 000 $ contre 100. Vous voyez l'écart. À un moment donné, il faut comprendre que ceux qui sont sur le front, ce sont des êtres humains. Ils ont un cœur, ils ont du sang qui circule, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont toute une famille derrière. Au-delà de tous ces aspects, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'hasarder d'expliquer aux internautes qui nous suivent quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre de Félix Tshisekedi? Alors, quand vous étiez encore du côté de Wenze, avec un frère qui est aux affaires étrangères, j'avais déjà dit que la marge de manœuvre la plus intéressante, la plus importante pour Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la diplomatie. Je fais un parallèle avec son aîné qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 2000 à 2002 et après il a été contraint de composer avec des gouvernements d'union nationale. Des trucs en général qui ne servent à rien du tout. Ça ne sert à rien sinon à donner à manger ici, à donner des voitures là, à multiplier le nombre de maîtresses pour certains, à multiplier le nombre d'enfants pour d'autres. Je parle du président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire. Ce président s'est retrouvé à un moment donné dans un système où, au nord, il avait des ennemis, Mali, Burkina Faso, à l'ouest, des ennemis, la Guinée, à l'est, des ennemis, le Ghana. Encore qu'avec le Ghana, ça pouvait passer. Vous savez, dans la vie, vous avez de l'argent, vous êtes fort. Mais le jour où vous tombez dans la rue et que vous êtes conscient, ce n'est pas votre argent qui va vous amener à l'hôpital. Ce sont des gens. Le jour où, en pleine nuit, vous criez que vous vous sentez mal, si vous habitez seul, ce sont vos voisins qui vont venir vous prendre, vous amener à l'hôpital. Dans la vie, il faut être bien avec ses voisins. La première des choses, c'est tisser des alliances solides avec ses voisins. Et quand vous croyez que les voisins ne sont pas bien avec vous, faites l'effort d'aller au-delà. Sur le continent africain, nous avons des puissances. L'Afrique du Sud est peut-être la plus grande puissance. Ça dépend comment on voit les choses. Le Nigeria est peut-être la plus grande puissance. Qui a aidé Laurent Gbagbo? Qui a permis à Laurent Gbagbo de résister pendant des années? Il avait sa détermination, la détermination du peuple. Il était très bien entouré. Et il y avait l'Angola, le Zimbabwe et le Cameroun. Mais je mets le Cameroun de côté parce que c'est surtout l'Angola et le Zimbabwe qui ont donné de l'argent et des armes. Monsieur Tshisekedi ne doit pas compter sur les Occidentaux. Lorsqu'il faut voter à l'ONU contre le Rwanda, la France s'abstient. On va encore dire, oui, Obama Ngakoso tape sur la France. Je ne tape pas sur la France, ce sont des faits. Allez voir les résolutions de l'ONU. Quand on suit l'actualité, il faut s'intéresser à ça. La France a refusé de voter une résolution contre le Rwanda. On sait quel rôle le Rwanda joue dans ce pays, dans cette guerre. Donc, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit comprendre, en tant que président de la République, qu'il n'est pas là pour aider X, pour aider Y, mais il a la gestion de tout un pays entre les mains. Donc, il y a le Burundi, il y a le Congo, il y a la Centrafrique, il y a le Soudan, il y a l'Ouganda, il y a le Zimbabwe. Le Rwanda, évidemment, c'est exclu. Donc, il doit commencer par tisser les alliances solides avec ces pays voisins-là. Et, je répète, des puissances comme l'Afrique du Sud et le Nigeria. L'Union africaine, c'est fini. L'Union européenne, ce n'est pas la peine. L'Union européenne avec le Rwanda, c'est leur choix. Ils ont le droit de soutenir le Rwanda. Il ne faut pas leur en vouloir. Oui. Dans la vie, un président défend les intérêts de son pays. Si pour défendre les intérêts de son pays, il doit brûler un pays voisin, il le fera. C'est l'histoire de l'humanité qui nous le dit. Étudier l'histoire de tous les pays, surtout les grands pays, c'est comme ça que ces pays-là se sont bâtis. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas arrivés à ce niveau parce qu'ils sont contentés de prier Dieu et le 14 février, ils ont distribué des chocolats et des bisous à leurs femmes. Non. Ils ont fait des choses. Exactement. Ils ont mené des guerres. L'Angleterre a mené des guerres. La France a mené des guerres. L'Allemagne a mené des guerres. Mais quand les Européens se sont rendus compte que les guerres entre eux étaient trop dévastatrices, depuis 1945, quand vous prenez l'Europe de l'Ouest, il n'y a plus de guerre. Mais ils ont exporté ces guerres ailleurs. Les armes que nous utilisons ici viennent de là-bas. Exactement. En parlant de diplomatie, la transition est toute trouvée. Tshisekedi, aujourd'hui, c'est peut-être... il se retrouve dans cette position. Est-ce qu'on peut se permettre de dire parce qu'il se refuse toute discussion avec, effectivement, ses voisins? Alors, bon, je doute qu'il se refuse toute discussion. Enfin, vous avez peut-être des informations dont je ne dispose pas. Je doute. Il ne s'est pas rendu au Kenya dernièrement. Voilà. C'est aussi ça. Vous savez, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, ces gens vous diront, ah oui, nous avons eu de très grands voyageurs dans le monde, Christophe Colomb et Magellan. À un moment donné, les Ivoiriens ont dit, mais notre président, il s'appelle Magellan, parce qu'il passait son temps à voyager. Mais le président, il voyage pour aller où? Quand vous allez chez vos voisins, on comprend. Vous avez des intérêts communs. C'est immédiat. Ce sont les mêmes peuples. L'ouest de la RDC et l'est du Congo, ce sont les mêmes peuples. On parle tous lingala le long du fleuve. Vous prenez l'est, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda et je ne sais qui d'autre, on parle le Kiswahili. Donc, à défaut peut-être d'aller au Rwanda,
Il faut aller régulièrement au Burundi. S'il ne peut pas y aller, il envoie des hommes discuter. L'histoire de la diplomatie vous citera des hommes qui ont marqué ce domaine. Vous avez André Gromyko du temps de l'URSS. Mais cet homme était d'une intelligence extraordinaire. Vous prenez Henry Kissinger, qui est mort à plus de 100 ans aux États-Unis. Un homme d'une intelligence extraordinaire. Les Français vous parleront de Roland Dumas. On l'aime pas. Mais l'homme a joué un rôle très important dans la diplomatie française. Mais à un moment donné, on doit comprendre que la diplomatie permet de faire bouger les lignes. Ça permet de rabattre les cartes. Mais aller se balader en Israël, prier devant le mur des lamentations, aller en Angleterre, je ne sais pas s'il était parti parce que la reine est décédée et tout. Non. Nous avons des choses à faire. Il faut aller aux bons endroits et au bon moment. On a l'avion, on a le carburant, on a l'argent parce que la RDC ne manque pas d'argent. Il faut aller aux bons endroits. Parler. Un des problèmes que la RDC subit, c'est ce que la Centrafrique a subi récemment et que la Côte d'Ivoire a subi du temps de Gbagbo. C'est-à-dire qu'il y a eu des embargos pour que ces gens n'utilisent pas des armes. C'est comme si vous êtes dans la rue Mabirou. Votre voisin à gauche vous fait la guerre. Votre voisin à droite vous fait la guerre. En face, on vous fait la guerre. Mais vous avez quelqu'un qui a mis Kalou, auprès de qui vous voulez acheter des armes. Mais je ne sais pas moi, au Congo, bon, imaginons que le ministère de la Défense vende des armes. C'est une imagination, ça ne se fait pas. Le ministère dit, on ne vous vendra pas des armes. Mais vous allez vous battre comment? Vous êtes condamné à mourir. Et la Côte d'Ivoire avait subi un embargo. C'est pourquoi je disais que l'Angola et le Zimbabwe avaient aidé. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Si vous avez des enfants, il faut leur enseigner cela. La Centrafrique a subi un embargo. Touadéra arrive, le président Faustin Archange Touadéra, il se rend compte qu'il ne peut pas acheter des armes. Et quand il faut en parler au niveau de l'ONU, c'est le même pays que j'ai cité tout à l'heure qui bloque la vente d'armes. Et comment les Centrafricains ont appris cela? C'est Poutine qui leur a enseigné cela. C'est Lavrov. Moi, nous, on veut vous aider, mais au niveau de l'ONU, on a interdit de vous vendre des armes. Et c'est ce que la RDC subit. Et là, je pose encore une question beaucoup plus importante. Qu'est-ce que les Africains font à l'ONU? On va me traiter de fou, mais je pose cette question. On fait quoi à l'ONU? On fait quoi là-bas? Là où on ne veut pas de vous, quitter. Ce ne sont pas vos choses. Exactement. On va retenir que les Africains, ceux-là au Bambenga Kosso, n'ont rien à faire aux Nations Unies. Peut-être une dernière question avant de chuter, nous tendant vers la fin de cette grande interview. Dernièrement, nous avons assisté à des scènes de violence dans la capitale de la RDC qui est Kinshasa, des chancelleries incendiées de gauche et à droite, parmi lesquelles celle de la République du Congo. Comment est-ce que vous analysez? Alors, j'ai toujours dit qu'il faut faire le distinguo entre la réaction d'un État, ce que l'État dit officiellement, les foules et tout ça. Il faut distinguer. Moi, je ne tomberai pas dans la bêtise de faire la guerre à mes frères de l'autre côté du fleuve. Nous sommes un seul et même peuple. Ce qui s'est passé là-bas, c'est comme si dans ma famille, l'enfant, bon, j'en ai pas, hein, j'ai pas de sœur biologique, mais je vais vous donner un exemple. L'enfant de ma grande sœur et l'enfant de ma petite sœur se battent, se font la guerre. Moi, je vais les obliger à s'asseoir et à faire la paix. Ça, là, ce qui s'est passé, il faut qu'on fasse la paix. On doit faire la paix. Moi, je ne m'attarde pas dessus. C'est toujours dommage. Les chancelleries sont régies notamment par les conventions de Vienne. Donc, on doit assurer la protection et la sécurité. On peut penser que le gouvernement de la RDC a failli dans la protection de des chancelleries congolaises ou de la chancellerie. Je ne sais pas si c'est un seul bâtiment ou deux. Ce qui est fait est fait. Je suis heureux qu'on ne déplore aucun homme mort. Ça, c'est une très bonne chose. Mais n'oubliez pas que les relations entre les deux Congos, il y a régulièrement des soubresauts. En 1964, il y avait un monsieur qui s'appelait Moïse Kapenda Tchombe qui avait décidé de chasser les Congolais d'ici. Ils sont venus, ils ont perdu tous leurs biens. En 2012, il y a eu une bataille à Bakolo, nous les avons chassés. C'est juste un exemple. Ça va, ça revient. Les gens vont sourire, mais j'ai envie de dire que c'est comme deux frères, deux sœurs, et j'irai plus loin, entre un homme et une femme qui s'aiment. Et là, quand c'est comme ça, je dis, il y a le Congo et le Congo, donc il n'y a pas un homme et une femme là-dedans. Voilà. Il arrive qu'on ait des problèmes. Les foules ont leurs interprétations, ont leur façon de voir les choses. Ce n'est pas forcément la façon de voir des dirigeants politiques. Il faut dépasser cela. Il faut faire l'effort de dépasser cela. Ici, il y a eu des problèmes aussi. Un jour, j'étais encore à l'étranger. J'avais appris que des Congolais étaient allés manifester devant l'ambassade de France et après, on les a tabassés. Bon, bref. C'est regrettable, mais il faut construire cette Afrique.
on ne doit pas la détruire. D'accord. Construire cette Afrique certainement dans la paix et nos prières à nous vont tout droit à tout le peuple de Goma, tué parfois. Pas que de Goma, Bukavu, vous avez dit, hein, Bukavu, vous voyez dans la ligne de mire. Exactement, exactement, de tout ce peuple de l'Est de la RDC. Merci à vous, fidèles internautes, de nous avoir suivis assez religieusement. Merci à vous, Obamengo Kosso, de nous avoir fait l'honneur de répondre à toutes ces interrogations. Et nous vous retrouvons d'ailleurs prochainement lors d'une autre grande interview avec d'autres sujets passionnants. Au revoir. Au revoir.